Le mystère des dalles, partie 2, chapitre 3. Quand Hermès arriva en Crète, 2 garçons de 10 ans chahutaient devant le labyrinthe. « C'est ton tour d'entrer, j'y suis déjà allé la semaine dernière. »« Et alors, t'es sorti si vite que tu n'as pas dû dépasser la première intersection. »« J'avais entendu un bruit étrange, comme le souffle d'un taureau. Je te dis, moi, que Thésée a menti, que le Minotaure n'est pas mort. » « Tu te trouves des excuses, il n'empêche que tu n'as rien rapporté non plus la dernière fois. »« Et la phalange ?»« Des os, il y en a partout, il suffit de se baisser. » Ils se poussèrent du coude, s'arc-boutèrent contre les 2 colonnes torsadées de l'entrée, et comme aucun des 2 ne cédait, ils continuèrent à argumenter, à savoir qui des 2 était le plus lâche, qui avait marché le plus loin, quel trophée rapporté de leur expédition était le meilleur, une pièce d'armure athénienne ou l'éclat d'une dague. Ils s'amusaient bien sûr, et Hermès les regardait à distance, avec l'impression de revenir des siècles en arrière, quand il partait à l'aventure avec Eros. Mais, au-delà des jeux et des bravades, le labyrinthe fonctionnait encore. Il avait gardé ce mystère, cette force noire qu'il exerçait sur les hommes 10 ans plus tôt et dont les enfants de Knossos entretenaient la légende. Quand Hermès voulut s'avancer pour leur parler, les 2 garçons s'enfuirent à toutes jambes, sans se retourner. Avaient-ils le droit d'être ici? Leurs parents leur interdisaient-ils d'entrer dans ces couloirs qui avaient toujours si mauvaise réputation? Porté par un épais linteau, dont les extrémités s'aiguisaient comme des cornes, l'entrée du labyrinthe était assez massive pour dissuader les plus audacieux. Le soleil de l'après-midi en soulignait cruellement les arêtes. Pourtant, à y regarder de plus près, la ruine avait déjà commencé à attaquer la pierre. La base des colonnes s'effritait lentement. D'étroites fissures traversaient les blocs de marbre et en haut, les pointes des cornes commençaient à se fendre. Hermès s'arrêta sur le seuil. Pour la première fois, il allait enfin se frotter à cette énigme qui avait défié les hommes pendant 30 ans. Et son cœur battait fort à l'idée d'en éclaircir enfin le mystère. De tous les jeux auxquels il avait joué depuis l'enfance, celui-ci était le plus beau, le plus grand, et il n'était pas question de perdre. « À nous 2 » s'écria-t-il, mais lorsqu'il entra, sa voix s'éteignit aussitôt, étouffée par la hauteur des murs, et un courant d'air le frappa au visage, chargé d'une puissante odeur de pourriture. L'horreur du lieu était là, tout entière, dans cette puanteur que le temps n'avait pas réussi à effacer. Comme des taches de lèpre qu'on frotte en vain, et les os des Athéniens craquaient sous les sandales. Mais rien n'aurait raison du plaisir d'Hermès. Il avança vite tout d'abord, emporté par l'enthousiasme, certain d'arriver au centre du labyrinthe en quelques enjambées. Il regardait à peine autour de lui, laissait faire le hasard, et après 3 ou 4 intersections, il dut se rendre à l'évidence. Il était déjà perdu. Il fallait plus de méthode. Il tenta de repérer ses empreintes au sol, de distinguer des blocs de calcaire utilisés d'une galerie à l'autre. Les variations de couleur et de texture. Du bout de l'ongle, il marqua certaines pierres d'une égratignure toujours différente, dont il ne retrouva jamais les traces. Il tournait en rond, il le sentait bien, et à chaque pas les couloirs resserraient leur étreinte. Il aurait pu utiliser ses ailes, bien sûr, et prendre de la hauteur, mais il refusait farouchement de tricher. Il ne l'avait jamais fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il en subirait le déshonneur. S'il arrivait à se repérer dans le désert sans guide et sans carte, qu'avait-il à craindre de quelques murs mal alignés? Tout en haut, le ciel n'était qu'un mince liseré à peine perceptible et dont le bleu commençait à foncer. 1 heure avait passé. Le labyrinthe changea peu à peu. Hermès s'engagea dans des espaces plus larges, en pente douce, et qui semblaient tous converger dans la même direction. Il reprenait espoir quand un mugissement enfla soudain devant lui et l'arrêta net. Quelque chose d'animal qui s'engouffra dans les couloirs et claqua contre les pierres. Il se colla contre un mur. Se pouvait-il vraiment que le monstre soit encore vivant? Un deuxième grognement succéda au premier.
plus étouffé cette fois, presque retenu, comme si le Minotaure attendait de l'autre côté du mur et gémissait d'impatience en sentant l'odeur de sa nouvelle proie. Non, non, fit Hermès en secouant la tête, c'est ridicule, il n'y a personne ici. Je ne vais tout de même pas avoir peur, aussi peur que ces enfants. Il alla jusqu'au croisement, jeta un coup d'œil à la galerie de gauche. Elle était vide, naturellement, mais le mugissement y résonnait encore. Ce n'était que le vent. Quelque chose l'amplifiait ici, comme si les parois avaient été disposées à dessein pour lui donner plus de puissance et créer l'illusion du Minotaure. Architecte, sculpteur, génial, Dédale était aussi un extraordinaire magicien. Un frisson passa sur les tempes d'Hermès. Une illusion. Se pouvait-il que le labyrinthe tout entier ne soit qu'un tour de magie? Il s'agenouilla pour examiner les ossements voilés de poussière. Les squelettes n'avaient guère bougé depuis le temps. Certains Athéniens étaient morts, allongés, d'autres adossés à un mur, et il n'y avait près d'eux aucune tache de sang, aucun os isolé, nulle trace des membres que, selon la légende, le monstre arrachait d'une pichenette. Et les autres couloirs qu'il explora alentour étaient identiques. Aucune lutte n'y avait jamais eu lieu. La vérité lui sauta au visage. Le voilà donc, le vrai secret du labyrinthe. Le Minotaure n'a jamais existé. Au fond, si l'on y réfléchissait bien, personne n'avait vu le monstre. Minos en avait sans doute inventé le mythe juste après sa victoire contre Athènes, et il n'aurait pu avoir plus terrible idée pour imposer son règne par la peur. Les pauvres Athéniens qu'on y enfermait tous les ans étaient simplement morts de faim, incapables de trouver la sortie de leur prison. Mais Thésée. Était-ce son propre sang dont il avait taché son épée pour entretenir le mensonge? Que de beaux récits il avait fait de ses exploits à son retour en Grèce. Se complaisant même à raconter sa bravoure et sa peur, il savait forcément la vérité, mais il n'avait rien dit, et sa réputation de héros lui avait valu le trône d'Athènes. Hermès s'appuya contre un mur, les yeux fermés, comme étourdi par la découverte qu'il venait de faire, et qui jetait soudain une lumière si neuve sur le passé. Elle lui laissait aussi un goût amer. Que de vies avaient été sacrifiées ici pour la gloire de deux rois. « C'est toi, frérot » Hermès sursauta et aperçut dans la pénombre un visage dont le sourire lui était familier. C'était Dionysos, avec sa couronne de lierre et ses éternelles joues rouges. Il me semblait bien avoir entendu du bruit. Il vient serrer chaleureusement l'avant-bras de son jeune frère. « J'essaie de percer le mystère de ce labyrinthe, répondit Hermès en donnant du poing contre un mur, comme pour en sonder la solidité. Mais ces couloirs défient toute logique. Dionysos éclata de son rire sonore de bon vivant. Alors, on dirait que tu as trouvé plus fort que toi, dit-il en tapotant l'épaule de son frère. Mais c'est drôle tout de même, se retrouver dans ce labyrinthe si loin de l'Olympe où nous ne nous sommes pas vus depuis des mois. Que fais-tu ici? J'accompagne Ariane. Ariane? Mais je croyais que la Crète lui était interdite. Quand Minos avait appris que sa propre fille avait été complice dans l'évasion de Thésée, il l'avait aussitôt bannie de l'île. Le scandale avait été retentissant. Hermès s'en souvenait encore, et le monde entier avait plaint l'exil de cette princesse qui avait osé se révolter contre la cruauté de son père. « Oh, cela n'a rien d'une promenade en amoureux, répliqua sombrement Dionysos. Plutôt une sorte d'anniversaire. Il fit signe à son frère de le suivre et emprunta tout près d'eux un couloir minuscule dont nul n'aurait jamais soupçonné l'existence et qui les conduisit à une cour rectangulaire. Hermès n'en revenait pas. Une minute plus tôt, il se croyait encore très loin du but, et maintenant, sans comprendre comment, il était arrivé au cœur du labyrinthe. Le char de Dionysos attendait là, et les deux panthères, ailées, qui y étaient attelées, fixèrent les nouveaux venus avec l'indifférence de leurs yeux fauves. Au milieu de la cour, un bouquet de lys blanc à la main, Ariane semblait prier, les yeux clos, et les diamants de son diadème accrochés au mur des reflets étincelants. Hermès la rencontrait pour la première fois.
La belle Crétoise était trop farouche, trop secrète pour participer aux fêtes qu'on donnait sur l'Olympe, et son mari, soucieux de vérifier le bon déroulement des soirées qu'il organisait, s'y rendait toujours seul. Nous sommes le jour précis que Minos choisissait pour livrer les Athéniens au labyrinthe, chuchota Dionysos. Chaque année, Ariane vient rendre hommage aux victimes du Minotaure. Elle ne veut rien oublier. Son père est-il au courant? Sacrement non. Qui sait comment il réagirait s'il la savait de retour? Je n'ai jamais compris comment elle avait aidé Thésée à l'époque. Personne ne le sait, à vrai dire. Et c'est encore un de ces mystères qui entourent le labyrinthe. Dionysos s'approcha de l'oreille de son frère. Un fil, répondit-il dans un souffle. Juste avant qu'il n'entre, elle lui a donné une pelote de fil. Thésée n'a eu qu'à la dérouler d'un couloir à l'autre pour revenir sur ses pas. Hermès sourit. C'est astucieux. Je n'y aurais jamais pensé, décidément, un simple fil. Mais ce simple fil, comme tu dis, a suffi à mettre un terme à la tyrannie de Minos et à briser la vie d'Ariane. Dionysos poussa un soupir. Souvent, presque tous les jours, un éclat noir recouvre ses yeux comme une taie. Et je sais qu'elle repense à ce qui s'est passé à Knossos, aux horreurs que son père a permises ici. Ma pauvre Ariane, elle a encore cette fierté désespérée, ce cœur farouche qui m'ont tellement plu quand je l'ai rencontrée à Naxos, au début de son exil. Elle ne sortira jamais vraiment de ce labyrinthe. Il eut un geste las. Dédale non plus d'ailleurs. Où qu'il aille, à Eryx ou ailleurs, il y aura toujours sur lui l'ombre de cette prison qu'il a créée, et que... Eryx? Intervient Hermès. Comment sais-tu que Dédale est allé à Eryx? Dionysos eut l'air embarrassé, comme s'il craignait d'avoir parlé trop vite. Aphrodite va m'en vouloir, je lui ai promis de ne rien dire à personne. Et je te fais la même promesse. Dionysos acquiesça. La semaine dernière, elle a donné une petite fête dans son temple, une trentaine d'invités tout au plus, et elle m'a demandé de tout organiser. Une belle soirée, je crois. Même Ariane a accepté de venir. Aphrodite était tellement éméchée qu'elle a parlé de secrets qu'elle aurait préféré taire, de ses derniers amours, et de Dédale qu'elle cachait dans la région. Je n'en ai pas très bien compris la raison. Devant eux, Ariane se baissa pour poser à terre le bouquet de lys blanc. Je dois te laisser, dit Dionysos. Elle a besoin de moi. Il alla vers Ariane pour lui prendre la main. La jeune femme était en larmes. Il ne restait donc que cela des mensonges que le roi de Crète avait entretenus si longtemps, des fleurs bientôt mortes dans la poussière, et la douleur sans fin d'une princesse déchue. Cette fois-ci, Hermès n'eut aucun scrupule à utiliser ses ailes pour s'échapper du labyrinthe. Il avait hâte de s'expliquer avec Minos. Fin du chapitre 3, partie 2. Dédale, le mystère de Dédale.